Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui nous partons en Polynésie pour découvrir la légende qui a inspiré les studios Disney pour le film d'animation Vaiana. Découvrons ensemble l'histoire de Maui et de son incroyable pêche miraculeuse. Bon voyage! Loin de toute terre, au milieu du vaste océan, se dressent des centaines d'îles, petites et grandes. Les vagues bleues viennent s'écraser sur leurs rivages, et là où elles glissent sur le sable, on entend aussitôt un murmure. Comment es-tu apparu ici, chère île? Étais-tu là hier? Et demain, y seras-tu encore? Ensuite, l'eau se retire et se hâte vers d'autres rives pour y demander la même chose. Sur l'une de ces îles vivaient jadis Maui et ses frères. Maui était un garçon qui avait accompli des exploits que personne n'aurait pu surpasser. Il avait appris au soleil à faire sa ronde dans le ciel, et c'était lui qui avait apporté le feu aux gens. On disait que les dieux eux-mêmes protégeaient ses capacités extraordinaires. Mais sur un point, Maui se distinguait tout de même des dieux. Il n'éveillait pas la peur dans l'âme des gens. À cette époque-là, dans le vaste océan, il n'y avait pas encore autant d'îles qu'aujourd'hui, et les pêcheurs pouvaient naviguer sur la mer des journées entières sans en apercevoir une seule. Mais il y avait d'autant plus de poissons dans les eaux de l'océan. Les frères de Maui partaient chaque jour à la pêche, et chaque soir ils revenaient la barque pleine à ras-bord de poissons. Maui, quant à lui, se promenait tous les jours sur les rives, les bras dans le dos, et depuis l'époque où il avait hissé le soleil dans le ciel, il n'avait plus envie de se mettre au travail. D'ailleurs, ses frères le voyaient d'un mauvais œil quand il venait avec eux à la pêche. Ils disaient que Maui effrayait les poissons avec ses tours de magie. Les femmes des pêcheurs dirent alors à Maui: « Voyons, à quoi es-tu bon, Maui? Nous n'avons encore jamais aperçu un poisson sorti de tes propres mains de la mer. Tu n'es qu'un fainéant. Est-ce que tu t'imagines que tes frères vont te nourrir éternellement? » N'importe qui sait pêcher le poisson. Les dieux m'ont prédestiné à d'autres exploits que la pêche. Dites-moi plutôt s'il existe quelque chose dont je ne serais pas capable. Nous n'avons que faire de tes tours de magie. La peau de nos hommes est imprégnée de sel, et sans leur pêche, on serait tous morts de faim depuis belle lurette, toi y compris, Maui. Et tandis que les autres risquent tous les jours leur vie sur la mer, toi, bon à rien, tu ne sais même pas ce qu'est un filet et quelle amorce il faut pour capturer tel ou tel poisson. De tels propos finirent par fâcher Maui. Il leur dit alors: « Ah, vous croyez? J'en ai assez de vos mesquineries qui tourbillonnent aussi inutilement que le sable des bas-fonds. C'est entendu, je vais vous pêcher un tel poisson que vous ne pourrez pas le manger entièrement avant la fin de vos jours et que vous vous casserez les dents sur ses arêtes. Pour cela, je me procurerai des instruments auxquels personne dans le village n'a même rêvé. » Au soir, Maui quitta en cachette la maison et alla s'asseoir au bord de la mer. La nuit était belle, la lune flottait dans le sombre ciel, mais ce n'était pas elle que Maui fixait. Son regard s'arrêta sur un grand arc étincelant que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme étant la queue relevée d'un scorpion. Mais un scorpion, cela ne veut rien dire pour un simple village de pêcheurs perdus au milieu de l'océan sans fin. Il est fort probable que de leur vie, ils n'en aient jamais vu aucun. Pour Maui, c'était bel et bien un magnifique hameçon de pêche incrusté de nacre polie que les mains des dieux avaient posé dans le ciel nocturne, à l'admiration de tous les pêcheurs qui rêvaient de la belle prise du lendemain. Maui lui aussi rêvait cette nuit-là d'une pêche miraculeuse qui se graverait dans la mémoire des habitants de cet immense empire d'îles. Pour la réussir, il lui fallait absolument cet hameçon céleste. Il s'inclina bien bas devant la mer, puis devant le ciel étoilé, avant de s'écrier: « Maui implore et supplie qu'en aide lui viennent les dieux qui ténèbres, astres et nuits gouvernent, pour que cet hameçon qui flamboie là-haut sur la voûte ténébreuse lui vienne au secours pour sa pêche miraculeuse. » Quel est donc cet objet que Maui serre à présent dans ses mains? Sur quoi s'appuie-t-il tout à coup? Que vient donc prêter le ciel nocturne aux garçons des îles? Toute la côte baignait maintenant dans une vive clarté diffusée par cet objet magique qui, à part son éclat aveuglant, ressemblait aux hameçons à l'aide desquels les habitants des îles attrapent des poissons. Mais si seulement il n'était pas si gigantesque, oh combien le poisson devrait être grand pour se faire attraper par cet objet céleste! Maui enroula la corde sur laquelle les dieux avaient fait descendre l'hameçon, et avec son nouvel outil de pêche, il alla se cacher dans la proue de la barque de ses frères. Le disque du soleil n'avait pas encore blanchi l'horizon quand il fut réveillé par les voix de ses frères et le bruit sourd des cordes qui retombaient sur le fond de la barque.
Mais Maui se blottissait en boule dans sa cachette, se gardant bien de leur faire remarquer sa présence. Ce ne fut que lorsque la barque cingla vers le large qu'il se montra enfin à ses frères. L'aîné se mit alors en colère. « Combien de fois t'ai-je répété, Maui, qu'à la pêche tu ne fais que nous gêner ? Virez de bord immédiatement, on va ramener Maui sur la rive. » Les frères obéirent aussitôt, mais Maui avait déjà préparé une autre incantation. « Aidez-moi, Dieu, à nouveau, chassez la barque loin de l'îlot, ou faites en sorte que devant le bateau, notre île se mette à fuir sur les flots. » Et en effet, les frères avaient beau souquer ferme sur leur aviron, leur île ne faisait que s'éloigner, comme un gros poisson fuyant les pêcheurs. Voyant que cela ne servait à rien, l'aîné dit alors « Laissez, Maui aura sans doute envoûté une fois de plus la mer par sa magie. Il nous aidera au moins à vider l'eau de la barque. » Les frères atteignirent enfin les eaux où ils avaient l'habitude de pêcher. L'aîné leur ordonna de piquer les amorces sur les hameçons et de les lancer à l'eau. Puis il dit à Maui « Jette l'ancre !»« Pas ici, je connais un endroit bien plus propice pour la pêche. » Bien que les frères eussent une mauvaise opinion sur les capacités de pêcheur de Maui, ils se laissèrent tenter par ses promesses. Ils dirigèrent donc la barque dans la direction indiquée. Au bout de quelques instants, ils se trouvèrent dans un endroit où d'innombrables bandes de poissons ridaient la surface de la mer. « Jette l'ancre, Maui, on ne pourra jamais trouver un endroit plus propice à la pêche que celui-ci. » En effet, c'est un bon endroit, mais j'en connais un autre bien meilleur. Cette fois-ci, les frères ne furent pas longs à convaincre et recommencèrent à ramer. Vers midi, Maui s'écria « Voilà, ce sont les meilleures eaux pour la pêche que je connaisse. » Il jeta aussitôt l'ancre à la mer, mais la mer était aussi lisse que la surface d'une grande coquille d'argent. Pas la moindre vaguelette ne venait la rider et pas une seule nageoire de poisson ne fendait la surface. « Mais où diable nous as-tu amenés ? D'ici, on ne ramènera même pas une seule écaille !» Il donna pourtant l'ordre à ses frères de lancer leurs hameçons, mais les lignes ne tressaillirent même pas. Partout régnait un étrange silence, aucune brise ne soufflait. Seul le soleil brillait et sa vive clarté illuminait les flots jusqu'au fond de la mer. Après de longues heures d'attente infructueuse, l'aîné se mit en colère. « Ne l'ai-je pas dit ? C'est bien à cause de toi si ce soir nous allons rentrer bredouille. » Mais Maui lui répondit avec calme. « Je ne vois pas pourquoi vous devriez capturer quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est moi qui suis sortie à la pêche, et c'est bien pour moi-même que j'ai cherché l'endroit le plus propice. Maintenant, j'attends mon occasion. » À ces mots, il passa à la proue et sortit de sa cachette un énorme hameçon, 10 fois plus grand que le plus gros des poissons peuplant l'océan de ce coin du monde. Les frères furent très surpris, car de toute leur vie, ils n'avaient encore jamais aperçu une telle beauté. Même la rivière des plus belles perles ne pourrait se comparer à cette merveille. Même la nacre aux plus belles couleurs de l'arc-en-ciel ne saurait briller d'un tel éclat, obligeant à cligner des yeux. Maui déroula la corde et pria son frère aîné de lui donner une amorce. Celui-ci refusa tout net. La supercherie de Maui et ses éternels exploits magiques l'avaient fait entrer dans une colère immense. « Tu n'auras rien du tout. Et d'ailleurs, tu as un magnifique hameçon, mais je voudrais bien voir la taille du poisson qui pourrait le mordre. » Maui resta muet. Il ferma le poing et se cogna sur le nez pour faire jaillir son sang. Il badigeonna ensuite l'hameçon de son propre sang, de sorte que la lueur qui s'en dégageait devint rougeâtre. Avec son étrange outil de pêche, il se pencha au-dessus des flots et se mit à scruter à travers l'eau limpide le fond de la mer. Bien que rouges de colère, les frères de Maui ne purent étouffer leur curiosité. À leur tour, ils se penchèrent par-dessus le bord, et à la vue qui s'offrait à leurs yeux, ils se mirent à trembler. Tout bas, dans les profondeurs de la mer, venait d'apparaître une ombre démesurée, et seules d'énormes et puissantes nageoires, ainsi que de grands yeux qui se tournaient vers la surface, leur permirent de reconnaître un poisson. Après avoir examiné d'un œil attentif le vaste dos du poisson, ils restèrent figés de stupeur. Un village entier, avec des maisons multicolores aux toitures sculptées, s'y étendait. Jamais les pêcheurs n'avaient encore vu de si belles maisons. Mais déjà Maui se mit à balancer l'hameçon au-dessus de l'eau. Et plouf! Un haut geyser d'eau s'éleva à la surface de la mer qui se referma de nouveau. La ligne glissa rapidement entre les doigts du garçon, et au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans les eaux profondes, l'hameçon brillant devenait de plus en plus petit. Lorsqu'il se fut approché du dos du gros poisson, Maui l'accrocha avec beaucoup d'adresse sous le toit de la plus haute maison. « Aidez-moi !»
Il tirait de toutes ses forces et ses frères vinrent l'aider. Mais même en rassemblant toutes leurs forces, comment de minuscules personnes auraient-elles pu venir à bout d'un si gros poisson? Si Maui n'avait pas eu en réserve encore une autre incantation. « Grand Tonganui, je te prie de venir m'aider, afin que l'hameçon que la nuit m'a cédé soulève le poisson géant des profondeurs des eaux, et qu'il nous paraisse aussi léger que la plume d'un oiseau. » Et aussitôt la ligne céda, comme si quelqu'un l'avait coupée au fond de la mer, faisant tomber les hommes à la renverse dans la barque. À présent, il leur suffisait de tirer sans trop d'effort, et le poisson géant commença à monter lentement vers la surface. En même temps, d'énormes bulles surgirent des profondeurs. L'eau s'était couverte d'une écume blanche, comme si l'océan s'était mis à bouillir. L'implacable silence fut alors remplacé par un mugissement sauvage. Des tourbillons affamés se mirent à tournoyer autour de la barque. Presque toute la corde reposait à nouveau au fond de la barque, et les toits sculptés des maisons dressés sur le dos du poisson commencèrent à émerger. Puis la barque tangua un peu, et les pêcheurs étonnés constatèrent qu'ils ne naviguaient plus sur la mer, mais qu'ils se trouvaient sur la terre ferme. Seulement, au bout de quelques instants, la présumée terre sous leurs pieds se mit à trembler vigoureusement, et les hommes durent s'agripper des deux mains au bord de la barque afin de ne pas tomber à l'eau. À peine les chauds rayons du soleil eurent-ils effleuré le corps du poisson géant, que celui-ci se jeta en avant dans un brusque mouvement. Le long de ses flancs, une vraie bourrasque se déchaîna. L'eau se précipitait à la vitesse de l'éclair vers sa queue, en formant loin derrière lui un sillage profond et blanc. Plusieurs heures s'écoulèrent avant que les forces du monstrueux poisson ne s'épuisent. Mais ses mouvements devenaient tout de même de plus en plus lents. Tout à coup, en se tortillant encore dans les spasmes de la mort, le monstre marin se souleva un peu au-dessus de l'eau, puis se figea. Bientôt, seules les vagues paisibles de la marée haute se mirent à entourer ses flancs. Le corps de la baleine s'était changé en pierre. Sa dernière convulsion avait créé sur son corps des montagnes et des vallées, des baies et des falaises abruptes. Les jeunes hommes baptisèrent la nouvelle île Papatuanuku, et ils sautèrent à nouveau dans leur barque pour aller chercher les autres habitants de leur ancienne île, devenue trop petite pour eux. Cependant, Maui ne s'était pas embarqué avec eux et décida d'attendre l'arrivée des autres sur place. Il se réjouissait d'avance à l'idée de l'expression étonnée des femmes avec qui il s'était disputé. Elles seront bien obligées d'admettre qu'avant la fin de leur jour, elles ne pourraient engloutir le poisson que Maui venait de capturer et que, ma foi, elles se casseraient toutes les dents sur les arêtes de ce poisson. Le disque du soleil disparut derrière l'horizon et la nuit tomba sur l'île. Maui était de nouveau assis au bord de la mer et contemplait le ciel. Il savait bien que seules de profondes entailles dans la toiture de la plus haute maison où il avait piqué son hameçon lors de la pêche témoignaient encore du court séjour de cet outil céleste sur terre. À présent, il était à nouveau suspendu là-haut dans le ciel afin de rappeler pour toujours aux gens cette étrange histoire. Dans les yeux malins de Maui tournés vers le ciel se réfléchissaient toutes les étoiles, mais c'était cet arc céleste qui s'y reflétait du plus grand éclat. Le garçon porta ses mains à la bouche, et comme s'il voulait couvrir de sa voix le mugissement de la mer, il cria dans la nuit. « Merci Tonganui, grâce à ton empire étoilé, la terre des hommes vient d'être créée. Voilà ta grande œuvre est achevée à présent. Le ciel a capturé la terre dans les flots mugissants. » Loin de toute terre, au milieu du vaste océan, se dressent des centaines et des centaines d'îles ressemblant à l'île de Papatuanuku. Les vagues bleues de la marée haute viennent mourir sur leurs rives. Et à l'endroit où elles se répandent dans le sable, on entend aussitôt leur murmure. « Comment es-tu apparu ici, chère île? Étais-tu là hier? Et demain, y seras-tu encore ?» Mais ni les îles, ni les gens ne savent répondre aux vagues. Seul Maui et son hameçon dans les cieux, brillant parmi les astres, connaissent la vérité.